Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire Hills, je vous propose de vous expliquer que faire face à une constipation. Nous reviendrons tout d'abord sur quelques définitions liées à la constipation, puis sur la physiopathologie de la constipation et bien entendu sur les causes de constipation. Et enfin, nous continuerons par la démarche diagnostique à adopter pour être 100% à l'aise face à un chien ou un chat constipé et pour finir par la gestion médicale de la constipation. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. Avant tout, il faut connaître certaines définitions associées à la constipation chez le chien et le chat. La constipation est définie comme l'évacuation peu fréquente ou difficile de selles dures et sèches. L'obstipation est une forme sévère de constipation où les selles sont tellement dures et sèches, où la constipation est présente depuis tellement longtemps que l'animal n'est plus capable de déféquer. Le ténesme correspond à des efforts douloureux et infructueux de défécation ou de miction. La dyschésie est l'évacuation douloureuse ou difficile des selles du rectum. Elle est le résultat d'une maladie anale ou périanale, à l'inverse du ténesme qui reflète une atteinte du gros intestin ou du bas appareil urinaire. Différentes maladies peuvent provoquer l'apparition de selles dures, sèches et une difficulté à les évacuer. Ainsi, les régimes à faible teneur en fibres ou riches en matériel non digestible comme des cheveux, des poils ou des os peuvent être à l'origine d'une constipation. Le manque d'exercice ou la faiblesse sont aussi des facteurs favorisants. Une bonne hydratation est essentielle à la défécation. Les animaux ayant un accès limité à l'eau ou présentant une diminution de la soif sont souvent constipés. Il en est de même pour toute maladie provoquant une augmentation de la perte en eau, par exemple lors de polyurie ou de vomissements, et qui en l'absence de compensation de ces pertes par augmentation de la soif va mener à la constipation. Toute obstruction colique ou rectale, qu'elle soit intraluminale par une masse ou un corps étranger ou extraluminale sur une fracture du bassin ou une hernie périnéale, peut inhiber la défécation et résulter en une constipation. De la même façon, certaines anomalies nerveuses comme le mégacolon idiopathique ou la dysautonomie peuvent résulter en une constipation secondaire à une dysmotilité colique. Chez le chat, la constipation est un motif de consultation particulièrement fréquent. Selon une étude, il semblerait que 62% des cas soient causés par un mégacolon, 23% par une sténose du canal pelvien, 6% par des troubles nerveux et 5% par une déformation de la moelle épinière sacrée. Il est essentiel d'interroger le propriétaire sur la durée des signes de constipation et la fréquence d'essais de défécation. Les informations concernant les habitudes alimentaires sont également recueillies comme la teneur en fibres de l'aliment, la tendance au picat, l'anorexie ou la prise de boisson. La question précise d'antécédents traumatiques doit être posée. Y a-t-il eu des traumatismes du bassin ou une chirurgie abdominale récente ? Il faut également noter qu'un animal dyspnéique ou ayant des antécédents de troubles respiratoires peut être réfractaire à la défécation puisque la position et les efforts de défécation aggravent ces signes respiratoires chez certains patients. La constipation peut survenir dans toutes les races et à tout âge, chez le chien comme chez le chat. Les bulldogs anglais, les Boston terriers et les chats manx semblent cependant prédisposés à la constipation liée à des malformations de la colonne vertébrale en région sacrée. Les bergers allemands sont prédisposés quant à eux à des fistules périanales, souvent à l'origine d'une dyschésie et d'une constipation. Le mégacolon survient davantage chez les chats mâles d'âge moyen. Tout chien intact constipé doit faire l'objet d'une palpation transrectale à la recherche d'une prostatomégalie. L'examen clinique doit être complet afin de rechercher tout signe de maladie systémique qui pourrait contribuer à une faiblesse, une anorexie ou une polyurie. Un examen nerveux doit être systématisé. La palpation abdominale révèle souvent une distension du côlon par des selles de consistance ferme. L'anus doit être inspecté visuellement pour rechercher la présence d'un amas de selles et de poils pouvant empêcher la défécation. On parle alors de pseudocoprostase ou encore d'une masse ou de fistule périanale. Une palpation transrectale permet de palper le rectum et le côlon distal pour confirmer la présence de selles dures et sèches et mettre en évidence une masse colique, un corps étranger, un contour osseux anormal dans le bassin, une adénomégalie sous-lombaire, une prostatomégalie, une hernie périnéale ou une atteinte des sacs anaux.
Une numération formule sanguine, un examen biochimique incluant un ionogramme avec calcémie et une analyse urinaire sont nécessaires en vue d'exclure une maladie systémique sous-jacente. La réalisation de radiographie abdominale peut permettre de confirmer une distension colique par des selles. Dans les cas les plus graves, le côlon est tellement distendu que le diamètre des selles excède celui de la lumière pelvienne, empêchant leur évacuation. Les radiographies peuvent également, dans certains cas, révéler la présence d'une masse, d'un corps étranger colique, d'une adénomégalie sous-lombaire, d'une prostatomégalie ou de fracture du bassin. L'échographie abdominale peut compléter la radiographie pour confirmer toute lésion tissulaire comme une masse ou une organomégalie. Une fois les selles évacuées par lavement, un examen coloscopique peut être indiqué lorsqu'un effet de masse ou une sténose est suspecté. Il est peu indiqué lors de suspicion d'atteinte nerveuse où on préférera une exploration par scanner ou IRM. La gestion médicale dépend de la sévérité de la constipation et de la cause sous-jacente. Les premiers épisodes de constipation sont souvent transitoires et se résolvent sans traitement. Les chats hospitalisés doivent rester hydratés et nourris avec une alimentation contenant des fibres. Les épisodes légers à modérés de constipation peuvent souvent être gérés par un traitement à domicile avec un changement d'aliment, des laxatifs oraux, des agents prokinétiques coliques. Les cas sévères justifient une hospitalisation pour corriger la déshydratation et les désordres métaboliques, évacuer les selles impactées par des lavements et ou une extraction manuelle sous anesthésie. La colectomie subtotale ne sera nécessaire que chez les chats souffrant d'obstipation ou de mégacolon idiopathique réfractaires au traitement habituel. Les suppositoires peuvent contenir du dioctylsodium sulfosuccinate, DSS, un émollient laxatif également appelé docusate, du glycérol, un lubrifiant laxatif ou bisacodyl, un stimulant laxatif. Leur utilisation requiert un propriétaire et un patient compliant et peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec des laxatifs oraux. Les laxatifs promeuvent l'évacuation des selles en stimulant le transport des fluides et des électrolytes et ou la motricité propulsive. La plupart de ces produits contiennent des suppléments en fibres diététiques dérivés de céréales, de son de blé ou de psyllium. Les laxatifs émollients sont des détergents anioniques qui augmentent la miscibilité de l'eau et des lipides dans le digestat en favorisant l'absorption des lipides et en limitant l'absorption de l'eau. Le docusate ou DSS est disponible sous forme orale ou de lavement. Les laxatifs lubrifiants contiennent des huiles minérales, de la paraffine liquide ou dérivés du pétrole. Les propriétés lubrifiantes de ces agents empêchent l'absorption d'eau et facilitent le passage des selles. Ces effets sont souvent modérés et par conséquent seulement utilisés dans les cas de constipation légère. Les huiles minérales inhibent chez le chat le réflexe de déglutition et augmentent le risque de pneumonie lipoïde par aspiration, notamment chez les chats débilités. Les laxatifs hyperosmotiques sont des polysaccharides peu absorbés, lactose, lactulose, des sels de magnésium, citrate, hydroxyde, sulfate et des nettoyants coliques oraux tels que du phosphate de sodium hypertonique et le polyéthylène glycol, PEG. Le lactulose et le PEG sont les agents les plus efficaces de ce groupe. Les acides organiques produits à partir de la fermentation du lactulose stimulent la sécrétion de fluide par le côlon et la motilité propulsive. Le lactulose, administré à la dose de 0,5 ml par kilo toutes les 8 à 12 heures, est efficace dans la majorité des cas. Les lavements peuvent être nécessaires dans les épisodes modérés ou marqués de constipation. Plusieurs produits peuvent être utilisés. Eau chaude du robinet, NaCl 0,9% chaud, DSS, huile minérale ou le lactulose. Ils sont administrés lentement par un cathéter souple lubrifié. Les énémas contenant du phosphate de sodium sont contre-indiqués chez le chat et les petits chiens à cause de leur propension à induire une hypernatrémie fatale, une hyperphosphatémie et une hypocalcémie. Une fois que les selles impactées ont été évacuées, il est important d'instaurer des mesures préventives pour éviter les récidives. Toute cause sous-jacente doit être corrigée si possible. C'est le cas lors d'ostéotomie du bassin, de dilatation d'une sténose rectale, de castration pour réduire une prostatomégalie et tout facteur prédisposant doit être évité. C'est le cas de la déshydratation, du manque d'exercice, de la suralimentation. Nourrir avec une alimentation riche en fibres et ou en lait chez le chat est simple et parfois suffisante pour éviter les traitements médicamenteux.
Le prucalopride stimule les contractions des muscles lisses du côlon félin mais n'a pas d'effet secondaire cardiaque comme c'est le cas du cisapride et est désormais disponible en Europe. Il s'agit d'un puissant agoniste des récepteurs 5-HT4 qui stimule la défécation des chiens et des chats. Le métoclopramide est tout à fait inefficace sur la motricité colique. La ranitidine a été proposée comme alternative pour son activité prokinétique in vitro liée à une stimulation de l'activité cholinergique. Son efficacité in vivo n'est cependant pas démontrée. Des doses fortes de mirtazapine semblent accélérer la vidange gastrique et le transit colique, en plus de ses propriétés orexigènes et antinauséeuses. Le mégacolon idiopathique est observé le plus souvent chez des chats européens ou siamois d'âge moyen mâle, 70%. Les chats atteints ont une défécation réduite, absente ou douloureuse depuis des jours à des mois. L'impaction colique est une anomalie fréquente de l'examen clinique chez les chats atteints. Les autres anomalies dépendent de la sévérité et de la chronicité de l'obstipation et du mégacolon et incluent une déshydratation, une perte de poids, un abattement, une douleur abdominale et une adénomégalie mésentérique discrète à modérée. L'éthiopathogénèse du mégacolon idiopathique est mal comprise, même si les chats atteints présentent une perte permanente de la structure et de la fonction colique. La défaillance du muscle lisse colique commence souvent par le côlon descendant et progresse jusqu'au côlon ascendant. Les traitements médicaux à base de laxatifs ou de prokinétiques peuvent être efficaces initialement, mais la plupart des chats nécessitent une colectomie subtotale à terme. Les chats ont en général un pronostic favorable après cette intervention, surtout si la valve iléocolique est préservée, même si une diarrhée discrète à modérée peut persister dans certains cas plusieurs semaines à plusieurs mois après la chirurgie. J'espère que vous êtes désormais incollable sur la constipation, alors surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire Hills. À bientôt!